Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bienvenue à tous et à toutes à Exchange, le podcast de CFA Society France où j'explore les portraits et les parcours des professionnels de la finance, en particulier ceux porteurs de la certification CFA Charterholder et qui ont un impact sur notre industrie. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie et le plaisir de recevoir David Calfon, président fondateur de Sanso Investment Solutions et qui est porteur de la certification CFA Charterholder. Merci David d'être avec nous, merci pour ta confiance. Merci Myriam, c'est un plaisir d'être ici. Alors on va regarder, avant de commencer à regarder ton parcours professionnel dans le détail, j'aimerais en savoir un peu plus sur David Calfon, l'ado. Calme, rêveur, rebelle, étais-tu plutôt Paris, banlieue, province? Qui étais-tu à l'âge de 16 ans? Plutôt bon élève, profil sérieux, voire gendre idéal. Okay. Parisien jusqu'au bout des ongles. Ma notion de la campagne, c'était les jardins du château de Versailles lorsqu'on allait y faire un pique-nique de temps en temps. J'aimais beaucoup faire rire les autres, à grand renfort d'imitation plus ou moins réussie. Je faisais de la musique. J'avais un groupe d'amis resserrés et fidèles, et d'ailleurs tellement fidèles que ce groupe d'amis continue de m'entourer, même si, malgré le nombre des années, la diversité des parcours. Très bien. Et chocolat chaud. Chocolat chaud plutôt que café, très bien. Alors, j'ai regardé un peu ton parcours. Donc, tu es diplômé de Dauphine et de la LSI. Tu décides, enfin, je ne sais pas si tu décides, mais en tout cas, ton parcours t'amène à faire de l'audit, puis à rentrer dans les grandes institutions financières européennes comme Amundi, JP Morgan, Morgan Stanley. Puis tu retournes dans la gestion d'actifs. Donc, il y a eu de l'audit, du buy side, du sell side, puis de la gestion d'actifs. Alors, comment tout ça s'est déroulé? Pourquoi? Est-ce que ce sont des accidents? Est-ce que c'est voulu? C'est des rencontres? Dis-nous en plus. Il y a toujours une partie de... On fait toujours des plans sur sa carrière, surtout quand on est jeune. Et puis, ça ne se passe jamais comme prévu. Et puis au bout d'un moment, on se dit qu'on arrête de faire des plans et puis on rencontre des gens et on se laisse guider par des rencontres. L'audit, c'était voulu. J'avais 22 ans quand je rentre dans la vie professionnelle, encore envie de me former, pas très sûr de ce que je voulais faire. Et donc pour moi, l'audit, c'était un peu la voie royale puisque on allait voir plein de clients différents, plein de missions différentes. Donc je rentre dans un cabinet d'audit et on me donne comme tâche d'auditer les banques et les OPCVM en grande partie, et c'est là donc que je vais découvrir le métier de gérant de portefeuille. Alors l'audit, en fait, assez rapidement, je me dis que je vais pas y passer très longtemps. Le rythme était très très dur, très intense. On travaillait souvent très tard le soir, le week-end y passait régulièrement. Mais ça apprend la rigueur, l'endurance, l'esprit d'équipe, et ça permet de découvrir des métiers. Donc c'est au cours d'une mission d'audit où je commence à me dire, mais cette personne-là, elle fait un travail qui a l'air très intéressant. Et donc, dès que je me suis mis ça en tête, j'ai voulu rentrer dans ce milieu-là. Donc, j'ai commencé à envoyer des CV un peu partout. Et bien entendu, puisque j'avais fait de l'audit, les gens voulaient que je fasse du contrôle interne et pas la gestion de portefeuille. Et donc, je rentre chez JP Morgan et au cours des entretiens, je leur dis, mais je veux pas faire du contrôle interne jusqu'au bout. Je veux évoluer vers la gestion de portefeuille. Alors là, vous proposez un poste d'auditeur interne. Oui, nous, on a besoin de contrôle interne. Je fais, OK. Donc, je leur dis, je commence par ça et puis après, vous me faites évoluer. Et chose assez incroyable, c'est que, malgré ce discours, ils m'ont embauché, et deux, ils ont tenu parole, puisque donc du contrôle interne pur, je suis passé à la mesure de performance, l'analyse de performance, puis la gestion de portefeuille. Donc tout s'y va passer. Et après,
Ce sont des rencontres, effectivement, et les événements, puisque chez JP Morgan, tout se passait très bien. Moi, je me voyais très bien finir ma carrière chez JP Morgan. Sauf que, 4 ans après m'avoir embauché, ils décident de céder l'activité à laquelle j'appartenais au CCF, qui n'était même pas encore HSBC. Donc, on passe de JP Morgan au CCF du jour au lendemain, avec continuité du contrat de travail. Et donc un jour, on nous met dans une grande salle de réunion à 8h du matin, un peu à l'américaine, avec le vigile de la sécurité et l'infirmière, au cas où. Et on nous explique que depuis cette nuit, on travaille pour le CCF. Voilà. Donc bon, ça m'a pas... Le choc a été un peu rude parce que voilà, ça faisait 4 ans qu'on m'expliquait qu'il fallait être fier de travailler pour JP Morgan. Donc du coup, je décide de reprendre le contrôle de ma carrière et donc je pars chez donc ce qui est devenu Amundi aujourd'hui. Puisqu'ils avaient essayé de me recruter précédemment. Donc je les rappelle, je pars chez eux. Choc des cultures, je rencontre plein de gens brillants et super sympas, avec qui d'ailleurs je suis encore en contact pour l'essentiel chez Amundi. Mais le passage d'une boîte totalement américaine au Crédit Agricole, c'est quand même un passage culturellement un peu compliqué. Et c'est pour ça que 2 ans après, j'ai un de mes brokers de chez Morgan Stanley, qui m'appelle et qui me dit: écoute, est-ce que tu voudrais pas venir travailler avec moi? Je lui dis non merci, non merci, tu es en sell side, je suis en buy side, moi je fais de la gestion de portefeuille, tu es broker, c'est pas pareil. Et il a eu cette phrase que j'oublierai jamais, il me dit: tu sais, c'est un peu le même métier, quand tu es gérant de portefeuille, tu cherches une idée d'investissement et après tu passes un ordre, et quand tu es broker, tu cherches une idée d'investissement et après tu passes un coup de fil. Ce sur quoi il n'avait pas vraiment tort, effectivement. Et donc c'est comme ça que je pars en sell side, surtout pour rejoindre donc un univers anglo-saxon. Et là je passe 10 années passionnantes, extrêmement stimulantes au niveau intellectuel, en contact avec le bureau de Tokyo, le bureau de New York. Je m'étais spécialisé sur les actions japonaises à l'époque. Donc voilà, les voyages, les déplacements, les contacts avec les analystes, les clients, etc. Tout ça était superbe. Et puis il y a eu la grande crise financière de 2008 et avec son lot de charrettes tous les 3 mois. Alors c'est pareil, hein, la première vague de licenciements, tu regardes ceux qui se sont fait licencier, tu dis oui, bon, ouais, c'est normal. Ils étaient moins bons que les autres. Arrivé à la 4e vague de licenciement, on se dit mais pourquoi ils m'ont pas pris moi, quoi, en fait. Donc voilà, et donc en fait je démissionne de Morgan Stanley en 2009. Voilà, plus spécifiquement, je demande à être inclus dans la dernière vague de licenciement, et à la grande incompréhension totale de mon responsable d'équipe qui me dit: mais enfin, ça y est, c'est fini, regarde. C'est la dernière. On était 12, on n'est plus que 4. Sans toi, on va être 3. Comment on va faire? Mais voilà, j'avais envie de rentrer à Paris aussi. Donc, je rentre à Paris. Je rentre dans le retour dans la gestion d'actifs. Ouais. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, je me dis que finalement, c'était le moment où il fallait se lancer. Donc, voilà, je décide de lancer l'aventure entrepreneuriale. Alors, avant qu'on passe à l'aventure entrepreneuriale, en 97, à peu près, tu décides de passer le CFA. Et qu'est-ce qui t'a amené à considérer cette certification? À ce moment-là, on parlait de l'AIMR. On n'était pas CFA Institute. C'était encore pas confidentiel, mais en tout cas pas très connu en France. Comment arrives-tu à dire: ah, c'est ça que je vais faire pour les 3 prochaines années, le premier samedi du mois, je vais passer une journée à répondre à des questions? Alors, en 1995-1996, je travaille donc sur la mesure de performance, l'analyse de performance chez JP Morgan, et on prend la décision d'obtenir la première certification de présentation des performances. Donc on devient GIPS compliant, et c'est la première certification en France. Donc c'est JP Morgan qui l'a faite, c'est moi qui m'en suis occupé, et on se faisait certifier à l'époque par Deloitte.
Et c'est là que je commence à découvrir ce que c'est que cette Association for Investment Management and Research. Et mes collègues de Londres, chez JP Morgan, m'incitent à passer le CFA en disant tu as travaillé sur les normes de présentation de performance, c'est logique, c'est la suite logique, tu vas apprendre plein de choses, c'est merveilleux, etc. Ce en quoi ils n'avaient pas tort. Donc, JP Morgan étant une société américaine, ils trouvent ça tout naturel, donc ils sont effectivement plutôt sympas, ils m'aident à financer ça, et puis j'ai même droit à un petit peu de temps pour réviser. Et donc je me lance dans cette certification qui, j'avais pas anticipé que ça allait me prendre autant de temps, très clairement. Et donc, là, c'est comme tous ceux qui l'ont fait s'en souviennent, hein, on rentre du bureau, on dîne, et puis on se met dans une pièce tout seul, et on recommence à travailler. Alors, à l'époque, les examens étaient en juin, donc ça veut dire que tous les ponts du mois de mai étaient grillé. Roland Garros, on ne pouvait pas le regarder parce qu'il fallait travailler. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 3 ans. La 3e année a été la plus dure parce que donc j'avais mon premier enfant qui était arrivé, et puis c'était l'année de mon divorce aussi. Donc voilà, tout ça c'est merveilleux. Mais malgré tout, j'ai enchaîné donc les 3 années, les 3 niveaux en 3 ans, et j'avoue que j'étais pas peu fier d'avoir réussi et surtout d'avoir terminé cette certification. Et alors, que dirais-tu, quels sont les bénéfices que tu as pu retirer de cette certification? Je sais que tu t'es impliqué particulièrement dans l'association, mais sur le plan professionnel, est-ce que tu dirais, tu le referais, tu le conseilles? Est-ce que c'est une certification qui t'a apporté un cadre différent sur ce que tu voyais sur l'investissement? Alors je recommande totalement. Si c'était à refaire, je le referais, sans aucun doute. C'est une certification qui ouvre les yeux et qui ouvre les horizons. En fait, l'étendue du cursus et du programme est tellement large qu'on est toujours obligé d'aller regarder des matières qu'on ne connaissait pas du tout. Donc moi, à l'époque, je découvre l'investissement dans l'immobilier, je découvre l'investissement dans le private equity, je découvre la gestion alternative. Voilà. Alors que je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais gardé mon savoir sur les actions, les obligations, les produits dérivés, ce qui est déjà pas mal, mais voilà, c'est véritablement une ouverture d'esprit, ce qui fait qu'après, quand on entend parler de sujets un petit peu différents, on a le minimum de connaissances requis pour savoir à peu près de quoi on parle, savoir à peu près pourquoi on en parle, pourquoi ça a du succès, pourquoi ça crée des problèmes, etc. Donc, c'est vraiment cette ouverture d'esprit qui est formidable, et qui est vraiment que je recommande très, très largement. J'ai vu aussi que tu étais professeur, et ça pas depuis hier, depuis à peu près 25 ans maintenant. Ouais. À Dauphine, dans ton université de formation de départ. Oui. Et je voulais savoir un peu plus, qu'est-ce que toi tu apprends quand tu apprends aux autres? Quelle est cette expérience de professorat? Alors, pourquoi? C'est vrai que ça fait 25 ans, effectivement, ou un peu plus de 25 ans que j'enseigne à l'université de Dauphine, donc au sein de l'Institut de gestion de patrimoine. Ouais. Et je donne un cours sur la pratique des marchés financiers, bien sûr. Et alors, il y avait 2 choses. Une notion de rendre à l'établissement qui m'avait formé. Donc ça, c'était quelque chose auquel j'étais assez attaché. Et puis, en fait, c'est fascinant des étudiants parce que ça pose plein de questions. Et ça pose des questions sans aucune retenue, sans aucun tabou. Alors que dans le monde professionnel, on sait tous, il y a toujours ces réunions où les gens ne savent pas, mais ils font quand même oui avec la tête parce qu'ils se disent si je pose une question, on va croire que je ne sais pas et que j'ai pas compris quelque chose. Alors je fais comme si j'avais compris. Mais un étudiant, lui, il veut comprendre. Il est là pour ça. Et je suis là pour essayer de lui apprendre des choses. Donc on a des débats passionnants. Je me souviens de débats quasi philosophiques sur le Bitcoin est-il une monnaie, de débats également passionnants sur pourquoi est-ce qu'une progression des prix de 2% s'appelle la stabilité des prix, ce qui est totalement antinomique, mais voilà, pour autant, voilà. Et voilà, et toutes ces questions-là, tous ces sujets-là, on les aborde
Après, il y a un autre aspect, moi, que je trouve extrêmement drôle, c'est que, et sympathique, c'est que la finance, c'est un tout petit monde. Et en fait, ces étudiants, il y en a une partie que je retrouve après dans la vie professionnelle. Et ça, c'est assez amusant. Voilà, j'ai une anecdote où un jour, j'étais dans un family office et j'étais en train d'essayer de vendre donc les services de ma société de gestion, etc. Puis en face de moi, j'avais 3 personnes, il y avait 2 seniors et un junior, et le junior, il me regardait avec un petit sourire. Hein. Et à la fin, j'étais enchanté d'avoir fait votre connaissance, et il me répond, mais on se connaît déjà, vous avez été mon prof. Ah. Voilà, donc c'était assez amusant. Alors là, on va revenir un peu sur ce passage. Donc, sell-side, société de gestion, à retour à Paris, société de gestion, et là tu te dis, c'est bon, je vais créer ma société de gestion, j'ai un projet et j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette direction? Alors, je pense que l'envie de bouger vient de ce que l'expérience qui était juste avant, j'étais pas très heureux. Voilà. Je pense que effectivement, si on est très heureux dans son job, on pense jamais à le quitter. Donc ça, c'est le principe. Et donc effectivement, c'était un endroit un peu compliqué. Il n'y avait pas beaucoup d'esprit d'équipe. Chacun travaillait dans son coin. Voilà. Donc je me suis dit, finalement, en fait, c'est peut-être le moment, plutôt que de rester dans mon coin de râler. Ouais. C'est peut-être le moment. Si je râle, si je me plains, c'est que je pense que je peux faire mieux. Si je pense que je peux faire mieux, il faut le faire, ou bien il faut se taire. Voilà, donc il faut l'accepter, mais il faut arrêter de râler dans ces cas-là. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Et donc, j'ai décidé de me lancer, ce qui était un gros saut dans l'inconnu, hein, puisque moi, j'avais été que salarié de grandes sociétés. Donc, lorsque j'explique à mon épouse que je vais lancer ma propre société, elle a quand même ouvert les yeux écarquillés en disant mais pourquoi, mais comment, mais comment ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, voilà, exactement. Et donc j'avais identifié en fait que, donc c'est à cette époque-là j'avais commencé à côtoyer le monde des conseillers en gestion de patrimoine, et je voyais bien en fait que l'offre de services financiers qui leur était proposée devenait de plus en plus standard. De moins en moins à l'écoute de leurs besoins, des besoins de leurs clients, et autant le temps que j'avais passé sur les marchés financiers m'avait pas mal appris l'humilité, hein, comme toujours. Donc autant se dire j'ai un style de gestion, je vais monter un fonds, et puis ça va délivrer la meilleure performance possible, et puis c'est autour de ça que je vais faire une société de gestion. J'ai pris un aspect inverse, parce que je me suis dit, bon, les performances, ça va, ça vient. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, ok. Mais globalement, il y a un truc qu'on contrôle, c'est la qualité du service. Et donc, j'ai décidé de créer cette société de gestion autour de cet aspect-là, de dire, finalement, on va écouter nos clients, on va essayer de voir ce qui leur manque, et on va essayer de le leur donner, même si c'est pas des choses qu'on a sur l'étagère. Donc, on a beaucoup de solutions dédiées que l'on monte pour eux, et ça a été un parcours passionnant. Sans ces 4 ou 5 cabinets de conseillers en gestion de patrimoine qui m'ont fait confiance au démarrage, j'aurais jamais démarré. Et puis la société s'est développée. Comme je l'ai dit, je venais du monde des grandes entreprises, donc l'entrepreneuriat, ça fait peur. On se dit oui, mais qu'est-ce qui se passe si ça rate, si ça marche pas? Et comme je venais du monde de la gestion diversifiée, je me suis dit, bon, sur les marchés financiers, en fait, si on veut réussir quelque chose, il faut avoir une offre diversifiée. Il ne faut pas dépendre d'un produit, il ne faut pas dépendre d'un gérant. Et donc, on a monté cette société en n'ayant qu'un seul souci, c'est d'avoir une offre très large avec des process de gestion. Il n'y a pas de gérant star, il y a surtout des process de gestion qui sont appliqués, et avoir suffisamment d'être présent sur différents marchés, de manière à ce que lorsqu'il y a une chose qui ne marche pas, il y a toujours quelque chose en face qui compense et qui fonctionne bien. Quels ont été tes principaux défis au début de Sanso, ou peut-être tes grands moments de solitude où tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Alors, les moments de solitude, il y en a eu. Alors, je vais commencer avec le premier moment de solitude. Je donne ma démission le 30 juin 2011 pour lancer ma société de gestion. Donc, je rappelle que l'été 2011 sur les marchés financiers a été un petit peu chahuté. La crise de la Grèce, la dette américaine qui se fait dégrader, les marchés qui s'effondrent, et donc effectivement, et pendant ce temps, l'autorité des marchés qui me demande de reconfirmer mon business plan. Est-ce que je suis vraiment sûr que je vais arriver à lever tout cet argent, etc. Donc là, effectivement, oui, il y a un gros moment de doute en se disant, mais pourquoi est-ce que j'ai démissionné? Qu'est-ce que comment je vais faire ça, etc. Après, le premier challenge, bien sûr, c'est de se faire connaître. C'est quand on démarre, on avait 30 millions d'euros sous gestion, on avait un fonds. Bon, voilà, comment on fait pour se faire connaître? 601e société de gestion. À l'époque, 601e, mais c'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup à l'époque, effectivement. Et effectivement, on a beaucoup travaillé. On se rend compte que le marché est totalement contrôlé par les plateformes d'assurance vie. Donc, il faut aller se faire référencer. Là aussi, sans l'aide de certains conseillers en gestion de patrimoine, j'aurais jamais réussi. Donc, ça a été un moment compliqué. Et après, le moment de solitude permanent, c'est malheureusement les évolutions réglementaires qui vont tellement vite que des fois on a l'impression juste de passer notre temps d'aller de changement de réglementation en changement de réglementation et d'essayer de pas oublier de gérer des portefeuilles pendant ce temps. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des moments un peu compliqué, mais bon, après, voilà, on sait que c'est le lot de nos métiers. Alors, Sanso signifie oxygène en japonais. Oui. Alors, comment ça se retranscrit dans votre philosophie de gestion, dans la philosophie de Sanso Yes? C'est un nom, c'est un nom qu'on a choisi effectivement parce que c'est un nom qui se décline à plusieurs niveaux. Donc, j'ai envie de dire, il y a ce qu'on fait dans nos portefeuilles, il y a ce qu'on fait dans notre société et ce qu'on fait pour le monde qui nous entoure. Voilà, donc j'ai essayé de décliner ça comme ça. Donc dans nos portefeuilles, effectivement, ça a été d'essayer de prendre en compte le plus tôt possible tous les enjeux de développement durable. Alors, c'est pas de la philanthropie, c'est pas on n'est pas bien pensant, on se balade pas avec des colliers de fleurs dans la boîte autour du cou, etc. Mais c'est juste, on a une conviction. Quand j'étais petit, j'aimais bien les westerns et dans les westerns, à la fin, le méchant, il se fait rattraper par les gentils et puis voilà. Et en fait, je me dis que si une société se comporte mal, au bout d'un moment, elle le paye. Et donc, cette formule que j'utilise très souvent, je dis toujours que l'extra-financier d'aujourd'hui, c'est le financier de demain. Et donc, c'est tout simplement faire de la bonne gestion de portefeuille que de prendre en compte ces considérations extra-financières, parce que si on n'y fait pas attention, demain, ça se traduit par du bénéfice en moins, des pénalités à payer, des problèmes. Voilà. Donc, de ce côté-là, on est effectivement très attaché à ça. Oxygène, c'était également ce que je voulais qu'on ait dans notre environnement de travail. Donc là, à l'intérieur de la société, je voulais un environnement où les gens se sentent bien, on n'aille pas travailler la boule au ventre. Et surtout, c'est un métier, la gestion de portefeuille, c'est un métier où on a déjà énormément de stress occasionné par les marchés financiers eux-mêmes. Donc voilà, l'idée de ne pas s'en rajouter une couche inutile avec des comportements toxiques ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc j'ai essayé de créer un environnement où globalement les gens se sentent bien. On a beaucoup travaillé sur les notions de partage de la valeur. Donc on a mis en place un système d'intéressement extrêmement tôt, quand rien ne nous y obligeait. C'est une formule d'intéressement où à la fin, donc cette réserve d'intéressement, elle est répartie à part égale entre tous les collaborateurs, donc du plus expérimenté au moins expérimenté. On a tous la même chose là-dessus. On a également développé l'actionnariat salarié. On a à peu près 75% des collaborateurs qui sont actionnaires de la société. Voilà. Et enfin, le dernier niveau, c'était pour le monde qui nous entoure, parce que c'est bien beau de dire j'investis pas dans certaines entreprises. C'est pas ça qui rend le monde meilleur immédiatement. Et donc, on a monté pas mal de partenariats
avec des associations qui travaillent et qui, eux, ont un impact direct. Donc, on a fait des fonds de partage où on reverse une partie de nos frais de gestion à des associations de protection de l'environnement. On reverse une partie de notre chiffre d'affaires à une fondation et on soutient également des gens au travers du mécénat d'entreprise. Voilà, donc ça fait partie des... voilà, exactement, c'est un petit peu l'ADN de la société. Alors, on va passer maintenant à ton rôle actuel. Donc, on est en 2024. Tu es président et CEO de Sanso Investment Solutions. Peux-tu me donner un peu ta journée type? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà. Non, mais globalement, il y a quand même des passages obligés. Donc, moi, ma journée, elle commence plutôt tôt. J'aime bien le matin parce qu'en fait, on est au calme. On a le temps de lire des choses, on a le temps de regarder des choses, on a le temps de préparer sa journée tranquillement. Mais j'ai plutôt tendance à la préparer la veille. Mais le matin, c'est un petit moment de calme. Il n'y a pas encore tout le monde au bureau, donc on est plutôt bien. Après, les passages obligés, oui, dans la matinée, il y a les VL qui tombent, les valeurs liquidatives qui tombent, donc on regarde un peu les performances des fonds, ce qui s'est bien passé, pas bien passé. C'est aussi le moment où tombent les chiffres de la collecte du jour, donc on voit si c'est de la collecte ou de la décollecte. Voilà. Mais globalement, mon rôle, il est, j'ai envie de dire, les deux grands thèmes, c'est quoi? C'est régler des problèmes qu'on m'apporte. Voilà, donc c'est jamais les mêmes. C'est David, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment on règle ça? Ou bien régler des différends. Donc que ce soit en interne, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des partenaires, avec des fournisseurs de données, des gens comme ça. Voilà, donc il y a tout un lot de voilà, ça occupe une partie de la journée et le reste du temps se passe sur le développement de la société. Donc soit je viens en appui des équipes commerciales pour faire des rendez-vous. J'aime beaucoup aller voir des clients, donc voilà, répondre à des questions, etc. Ou bien travailler, alors ça c'est ce qui m'occupe le plus, c'est travailler sur des partenariats stratégiques pour développer la société. Donc c'est soit discuter avec des gens pour attirer de nouvelles expertises dans nos métiers, dans notre société, soit trouver des sociétés avec lesquelles on peut s'associer ou qu'on peut racheter, puisque donc là c'est ce qu'on a fait depuis l'origine de la société. Donc j'ai fait 4 opérations de croissance externe. Et la dernière, donc, c'est l'acquisition de Longchamp Asset Management qui va se concrétiser le 28 juin, donc très bientôt. Et voilà, donc toutes ces opérations, voilà, c'est des opérations sur lesquelles je consacre beaucoup de temps parce qu'elles sont clés et structurantes pour la société. Alors, y a-t-il un projet dont tu es particulièrement fier dans ces dernières années? Je pense que cette dernière acquisition qu'on vient de faire, elle est quand même très très belle. Elle est très belle parce qu'en fait, ça nous apporte des expertises complémentaires. C'est une opération de rapprochement qui va se passer sans aucune casse sociale. On a besoin de tout le monde, donc il n'y a personne qui est en doublon. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir embarquer tous les collaborateurs dans cette nouvelle aventure. Ça nous fait franchir un seuil critique significatif, puisque de 1,6 milliard d'encours, on va passer à plus de 3 milliards d'euros d'encours sous gestion. Et quelque part, cette question de taille nous fait, voilà, donc on va rentrer dans le top 30 des sociétés de gestion entrepreneuriale, dans le top 100 des sociétés de gestion françaises, et très clairement, on voit que ça nous ouvre des portes. Voilà, tout d'un coup, il y a ça et le fait qu'on soit maintenant présent sur le marché depuis un peu plus de 13 ans. Voilà, c'est tout d'un coup des institutionnels acceptent de nous parler, des gens disent « Ah oui, mais il faudrait qu'on se rencontre. » Voilà, je fais « Oui, oui. » Voilà, donc ça, oui, on est tous très, très enthousiastes et motivés par ce rapprochement pour lequel on va changer de nom. Ah oui, on va s'appeler donc Sanso Longchamp Asset Management. On n'a pas fait trop original non plus, hein. On reste une société de gestion de portefeuille, donc on voulait un truc simple. Voilà, donc Sanso Longchamp Asset Management verra le jour le 28 juin prochain. Félicitations. Alors on va ce parcours, il est tout en endurance. Oui. Et voilà, ma question, c'était un peu de comprendre comment toi tu arrives à renouveler ton énergie
et à rester dans cet effort. On voit que maintenant, il va y avoir Sansot Longchamp Asset Management qui arrive, qui est une nouvelle étape, encore plus long, plus loin. Comment toi, tu arrives à renouveler cette énergie tous les jours pour continuer à régler ses problèmes, à faire des nouvelles acquisitions et à grandir? Moi, j'ai 3 choses sans lesquelles rien ne serait possible. C'est 1, ma famille, 2, la musique, 3, mes amis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers. Voilà. Donc effectivement, arriver, donc la famille, c'est indispensable. Et ça permet de se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. La musique. Passionné de jazz, et l'une des composantes du jazz, c'est l'improvisation. Donc c'est cette musique qu'on est obligé d'inventer sur le moment, qu'on crée sur le moment, en fonction de l'écoute des autres musiciens. On prend une idée à droite, à gauche, on la développe, mais toujours en restant dans un cadre assez normé. Donc il y a pas mal d'analogies avec nos métiers. Et puis mes amis, parce qu'en fait ils ont tous des parcours extrêmement divers. Donc il y en a qui travaillent dans le journalisme, dans le partie juridique, journaliste, il y en a qui sont intermittents du spectacle, etc. Et donc ça permet également de garder les pieds sur terre, et de pas oublier d'où on vient. Alors maintenant on va se projeter un peu. Donc évidemment, qu'est-ce que tu projettes pour Sansot Longchamp Asset Management pour le coup? Et aussi j'aimerais savoir s'il y avait une chose ou quelque chose que tu aimerais changer dans l'industrie financière, soit dans sa philosophie, soit dans sa structure. Quelle serait-elle? Alors, les projets pour Sansot Longchamp Asset Management, je pense que dans les années qui viennent, on va travailler sur l'internationalisation de la société. Ça va être le gros challenge. Il faut qu'on arrive à toucher, à sortir de nos frontières. Alors, nos amis de chez Longchamp Asset Management ont déjà une présence en Italie et en Suisse. Et on va essayer de capitaliser là-dessus et de voir comment on fait pour avoir une société qui commence à explorer un petit peu au-delà des frontières de notre pays. S'il y avait un truc à changer sur nos métiers, sur notre industrie, j'aimerais bien changer la réputation qu'on a. J'aimerais beaucoup ça. J'aimerais bien que on soit plus désigné, montré du doigt comme l'ennemi, comme ceux qui n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de faire de l'argent pour faire de l'argent, etc. Parce qu'en fait, je trouve qu'effectivement, on le sait tous, mais la finance, c'est le poumon de l'industrie, c'est le poumon de l'économie. Si on finance pas des projets, si on n'investit pas dans des projets, il se passe plus rien. Et donc, je crois que pour ça, il faudrait vraiment qu'on retrouve de l'éducation financière dès le plus jeune âge, qu'on arrive à parler de ces sujets-là, qu'on arrive à éduquer à l'école, qu'on arrive à apprendre ce que c'est qu'une action, ce que c'est qu'une obligation, qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'acheter une obligation, ça veut dire prêter de l'argent à une entreprise, prêter de l'argent à un État. Donc tout ça, et savoir à quoi ça sert, comment on épargne. Je suis encore sidéré de voir des gens qui sont très bons dans leur domaine, que ce soit l'industrie, la pharmacie, etc. Et puis qui, au bout d'un moment, se retrouvent avec un peu d'argent et ne se rendent pas compte à quel point ils sont maltraités financièrement dans les institutions dans lesquelles ils ont leur patrimoine, et qu'ils ne sont pas capables de faire la différence entre une bonne gestion, une mauvaise gestion, etc. Et puis montrer en fait l'utilité de cette finance. Absolument. Tu prêches une convaincue. En tout cas, David, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur Exchange. Avant de nous quitter, on demande toujours à nos invités de partager avec nous une référence, un livre, un podcast inspirant, en tout cas qui aussi te permet d'explorer d'autres idées. Alors, oui, il y a une lettre d'information hebdomadaire à laquelle je me suis abonné et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Admired Leadership. Et j'aime beaucoup ce site et ces gens-là parce qu'en fait, chaque semaine, ils envoient une thématique, une problématique de management. Et
ils analysent en 3 paragraphes voilà, comment des conseils qui s'inspirent finalement des pratiques des meilleurs leaders justement, et c'est toujours intéressant parce qu'après même si ça a l'air assez théorique sur le papier, on arrive toujours à se poser la question de dire qu'est-ce que ça veut dire pour notre société, dans la manière dont on conduit une réunion, dans la manière dont on traite les sujets, etc. Et je trouve ça assez rafraîchissant. Voilà. Un grand merci à toi, David. Merci, Myriam. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. N'oubliez pas de nous suivre de vous abonner au podcast Exchange sur toutes les plateformes de rediffusion des podcasts. Vous y découvrirez d'autres parcours inspirants. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain échange. À bientôt. À bientôt. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.